Ok. Stop d'abord. Tu n'es pas assis. Oui, oui, vas-y. Bon, maintenant, j'ajoute. C'est la venue. Hein. Oui. Peut-être me voir. Il y a une personne. Yeah. Ok, j'ai déjà invité Jules. C'est bon? Yeah. Voilà, 2 personnes en ligne. Cabral. C'est ça en train de filmer avec ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, tu mets ça sur lui. C'est facing ou bien c'est comme ça? Pourquoi tu as mis facing? Puisque ça va être sur toi. Tu n'es pas tourné? Non, non, non. C'est cette fois-ci. Je vais faire comment pour diriger ça? Comment il saura donc il me voit bien? Voilà. Ok. Voilà, là il me voit. C'est bon? Yep. Alors, s'ils sont ceci, ça n'a plus de place ici. Ça va? Ok. Bon, Ne filme pas mes pieds. Hein. Maintenant, on a besoin de cadre. Donc vous vous calmez, le live commence. On y va. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ta main sort sur la caméra. Là c'est bon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes aux États-Unis. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Cabral Libby. Cabral Libby qui est en visite aux États-Unis. Mon nom, c'est Ron Cessé. Bienvenue dans Un jour, un événement. L'événement, c'est la visite de Cabral Libby aux États-Unis. Cabral Libby qui est porteur d'un message, à savoir l'inscription de 11 millions de Camerounais au fichier électoral. Il va devoir nous expliquer les motivations qui le conduisent à penser que 11 millions de Camerounais inscrits au fichier électoral, cela est largement suffisant pour essayer de changer la donne au niveau du Cameroun, ou alors, je dirais mieux, faire en sorte que chacun des Camerounais se sente à l'aise. Cabral Libby, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ronce. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. En direct d'ailleurs aussi, sur Facebook. Bien voilà, nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes aux États-Unis. Nous allons nous entretenir à bâton rompu sur les motivations. Dis-nous un peu d'où vous est venu le chiffre de 11 millions d'inscrits au niveau du fichier électoral. Le chiffre de 11 millions d'inscrits est venu d'un constat simple. Oui.
au 23, je crois que c'était le 23, mais c'était en décembre, je peux me tromper sur la date, en décembre 2016, ELECAM a rendu public les chiffres des inscriptions sur les listes électorales. Oui. Il faut préciser que la refonte a été lancée au Cameroun en 2012. Donc 2012-2016, ça fait 4 ans, 5 ans par là déjà. Et on en était donc qu'à 6,5 millions d'inscrits. Étant entendu qu'en 2011, lors de la dernière élection présidentielle au Cameroun, il y avait 7,5 millions d'inscrits. Donc 6 ans plus tard, après la réforme, on avait donc des chiffres de 6,5 millions, soit 1 million de moins. Revenons en 2011, c'est un an après la publication des chiffres du 3e recensement de la population qui faisait état d'une population d'environ 20 millions. Si on applique le taux de croissance annuel, le taux de croissance démographique annuel de 3,1% qui nous a été donné par le même BUCREP qui a fait le recensement, le bureau de recensement de la population au Cameroun, nous serions donc en 2017 à environ 26 millions d'habitants. Alors, si on a pu avoir 7,5 millions d'inscrits lorsqu'on était 20 millions, si on fait une péréquation simple, on devrait pouvoir être en moyenne à 11 millions d'inscrits 6 ans plus tard, en appliquant le taux de croissance démographique. Donc, à la vérité, le potentiel électoral ou de personnes en âge de voter au Cameroun se situe entre 13 et 14 millions. Mais évidemment, tout cela n'est pas assis, vous l'avez bien compris, sur une analyse statistique intangible, parce qu'il n'y a pas eu de sondage ou quoi d'autre qui a été fait. Vous suivez bien le raisonnement qui est le mien et qui autorise d'ailleurs certaines personnes à remettre en cause ce que je dis. Mais moi, je reste campé sur cette position-là. Je reste convaincu que ce chiffre est réaliste. Donc, nous sommes donc à un an des élections, au moment où je prends cette décision. Nous sommes à un peu plus d'un an des élections au Cameroun. Il faut préciser qu'en 2018, il y aura 4 scrutins. La présidentielle, les doubles législatives, c'est-à-dire sénatoriales et députation, puis les municipales. Et non seulement les inscriptions sont moroses, et même dans le Cameroun, il y avait une morosité politique globale, généralisée. C'était à se demander si on était dans un pays qui s'apprêtait dans un an à organiser 4 scrutins, parce que c'est quand même historique. Le déclenchement, tout le monde le sait, c'était un buzz. J'avais annoncé, à la faveur du débat qu'il y avait autour de l'élection d'Emmanuel Macron, j'avais annoncé mon entrée en politique en 2018, porteur d'un projet de société. Mes compatriotes, dès qu'ils l'ont entendu, n'ont eu de cesse, dès cet instant-là, de m'adresser des appels, ce que j'appelle des appels du peuple authentique. Me demandant donc, puisque j'avais décidé enfin d'entrer en politique et que j'avais décidé d'être porteur d'un projet de société, me demandant, disais-je, d'être leur candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est le peuple en fait qui vous pousse à ce que vous puissiez effectivement poser votre candidature, ce qui n'est pas encore chose faite au jour d'aujourd'hui. Justement, ce n'est pas encore chose faite. Je n'ai pas encore annoncé de candidature. Une fois que j'avais commencé à recevoir ces appels du peuple, j'ai trouvé en cela une opportunité pour demander à ce peuple donc de se préparer à voter. Parce que si vous me demandez d'être candidat à une élection, ça veut dire que vous devez pouvoir me voter. Mais, paradoxalement, les indicateurs de ce qu'un peuple est disposé à voter, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Alors, il y a une contradiction qui veut qu'il y ait une morosité dans les inscriptions sur les listes électorales et un grand enthousiasme dans les appels adressés à un compatriote, appel à être candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait. Donc, j'ai dit au peuple camerounais, ou à cette partie du peuple qui m'appelait à être candidat à l'élection présidentielle, je leur ai dit, il y a un préalable que nous devons satisfaire. Ce sont les inscriptions sur les listes électorales. Mobilisons-nous, inscrivons-nous sur les listes électorales. J'ai donc en ce moment-là lancé l'opération
11 millions d'inscrits sur la base de l'analyse que j'ai faite tout à l'heure. Au moment où je lance cette opération, elle fait rire. Parce qu'on est effectivement dans un contexte, je l'ai dit, je ne cesse de le dire, de morosité démocratique. La plupart des Camerounais disent que c'est inutile de voter parce que le code électoral est verrouillé, parce que les populations sont dans le désenchantement, ne s'intéressent plus véritablement à la politique. Donc lorsque j'annonce cela, eh bien, beaucoup de mes compatriotes trouvent mon annonce ou mon opération plutôt sans suite, quelque peu fantaisiste d'ailleurs. Beaucoup n'hésitaient pas à se moquer de moi, souvent quelque peu dérangé. Mais je me suis dit, il n'est pas aussi tard qu'on le dit, la situation n'est pas aussi désespérée qu'on le dit. Ce peuple camerounais que je connais, avec lequel j'ai souvent été en interaction dans le cadre de mes activités, n'est pas aussi désenchanté et désespéré qu'on le dit. Moi, j'ai fixé espoir en ce peuple, en le réveil de ce peuple-là, et j'ai commencé à me déplacer, à aller vers les populations. Et curieusement, l'appel que moi j'avais donc lancé en réponse aux appels que je recevais a été entendu. Des jeunes ont commencé à se mobiliser spontanément et contre toute attente. Ça avait commencé à Douala par une opération qui avait été organisée par les jeunes à Douala. C'était au quartier Ange Raphaël. J'y suis allé d'ailleurs un peu par surprise, ils ne m'y attendaient pas. Et puis ce jour, la mobilisation qui avait été faite par les réseaux sociaux a produit un résultat tel que les CAM qui étaient arrivés un peu en traînant des pieds, parce que la formule elle est simple, les jeunes, ils se sont donc organisés en comité de 11 millions d'inscrits, sorte de comité départemental du Vouri. Ils sont allés à la rencontre de l'ECAM qui a accepté de se déplacer. Et puis ce jour, ils avaient cotisé leur argent, ils ont loué une tente et une sono qu'ils avaient donc placé au carrefour Ange Raphaël. Et puis ils avaient mobilisé par les réseaux sociaux. Et contre toute attente, ce jour, il y a eu environ 1000 jeunes qui s'étaient déplacés pour venir s'inscrire. Il faut peut-être situer ceux de nos téléspectateurs qui nous écoutent de par le monde, ceux qui sont aussi aux États-Unis, ceux qui sont en France, en Australie, au Canada. Ange Raphaël, ça se trouve où à Douala? Eh bien, Ange Raphaël, ça se trouve dans l'arrondissement de Douala 5e. Voilà. Voilà. Je voulais juste... Douala qui est la capitale économique du Cameroun. Voilà, je voulais un peu m'assurer que vous maîtrisez bien vos notions de géographie. Donc, Ange Raphaël se trouve à Douala 5e. C'est dans la région du littoral. C'est dans le département du... Département du Vouri. Département du Vouri. Et Ange Raphaël se trouve... Quel est le point qui permet en sorte qu'on retrouve Ange Raphaël à Douala? Ben, c'est l'université de Douala. Est-ce que c'est parce que vous êtes un enseignant que vous avez eu beaucoup plus l'écho du côté d'Ange Raphaël? Peut-être. Encore que mon statut d'enseignant aujourd'hui, vous le savez, est contesté par certains. Peut-être c'est l'occasion de clarifier que quand vous dites que je suis enseignant... L'occasion, on dit nos tours. Je suis effectivement enseignant moniteur à la faculté des sciences juridiques de l'université de Yaoundé 2. Oui. Maintenant, est-ce que parce que je suis enseignant moniteur en fac droit à l'université de Yaoundé 2 à Soie, dans la région du centre, que les étudiants de ce côté-là se sont mobilisés spontanément? J'ai envie de dire que oui, mais peut-être non aussi, parce que si c'était le cas, ça aurait donc commencé par l'université qui m'emploie. Mais ça s'est plutôt passé à plus de 260 km de l'autre côté. Mais le choix de Ange Raphaël n'avait pas été fait par moi. Ce sont les jeunes qui s'étaient mobilisés. Bon, pour certains, c'est eux qui s'étaient mobilisés. Et puis, c'est eux qui ont choisi le lieu. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi Ange Raphaël, ce sont les étudiants qui ont fait ce choix-là. Et voilà, je voudrais vous dire que... Bon, ou si vous voulez, les jeunes qui s'étaient mobilisés. Parce qu'effectivement, lorsque je m'étais rendu là-bas, je m'étais rendu compte qu'il ne s'agissait pas que d'étudiants. C'est vrai, il y avait des étudiants, des doctorants de sciences politiques, mais j'avais découvert de jeunes avocats, de jeunes médecins, de jeunes professeurs de lycée et de jeunes mototaximans. Et quand on dit mototaximans, en réalité, pour certains étudiants, ils s'étaient donc mobilisés. Je ne m'y attendais véritablement pas. On communiquait certes par les réseaux sociaux et ils me disaient qu'eux, ils s'étaient mobilisés et en étaient à plusieurs réunions. J'en avais été moi-même tellement marqué que je me suis dit, je me suis exclamé gloire à Dieu. Le message commence à être entendu parce que c'était inattendu et inespéré.
espérons maintenant que ça fasse effet boule de neige et que d'autres jeunes captent. Et bien, c'est ce qui s'est passé. D'abord, au-delà de l'arrondissement de Douala 5e, Oui. ils se sont organisés en créant des comités. 11 millions d'inscrits dans tous les arrondissements de la ville de Douala, Oui. ou plutôt du département du Vouri. Oui. Et puis ça a commencé à se prolonger. C'est venu à Yaoundé, à Soa, notamment la ville de Soa, c'est en banlieue de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et puis d'autres jeunes se sont mobilisés à Yaoundé. Et à leur première opération, d'ailleurs, ceux qui suivent l'actualité camerounaise s'en souviennent, la police était venue les disperser au carrefour Kradat. Le carrefour Kradat, c'est également un carrefour qui est situé à proximité de l'université de Yaoundé 1. Oui. Et puis ça s'est poursuivi à Bafoussam, à Bertois, à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, à Bouya, et même timidement encore, mais à Bamenda, compte tenu du contexte que vous connaissez. Mais Dieu merci, là-bas aussi, le message est progressivement entendu. Et puis c'est parti. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez aux États-Unis. Parce qu'effectivement, l'appel a été entendu également aux États-Unis. En fait, j'ai envie de dire hors du Cameroun. Parce qu'il y a aujourd'hui un comité au Gabon, il y a un comité en Belgique, il y a un comité en France, il y a un comité aux Émirats Arabes Unis, il y a un comité en Afrique du Sud, qui a d'ailleurs qui a fait circuler beaucoup de photos dans les réseaux sociaux, parce qu'eux là-bas également ont commencé à se mobiliser. Et puis il y a un comité aux États-Unis, et c'est ce comité-là d'ailleurs qui m'a fait venir aux États-Unis. Ils ont payé mon billet d'avion. Et quand je dis ce comité, à la tête de ce comité se trouve, je peux donner son nom, puisqu'il a été lui-même sous l'effet de la rampe, malgré lui, concernant mon voyage aux États-Unis, M. Jules Henri Mananga et son épouse, qui, eux, ont capté également le message et ont décidé de me faire venir aux États-Unis. Donc, ont sacrifié de leur argent. Parce que pour me faire venir ici, il fallait me payer un billet d'avion. Ils sont même allés jusqu'à me payer les frais de visa. Donc, c'est près d'1 million de francs CFA qu'ils ont dépensé pour me faire venir aux États-Unis. Ils m'ont dit, il faut que ce message, tu viennes le porter également aux États-Unis parce qu'il y a une forte communauté camerounaise aux États-Unis. Ils m'ont dit de venir à la rencontre de cette communauté. Je suis donc venu et je n'ai eu de cesse depuis que je suis là de les rencontrer, d'aller vers ces communautés. Et puis il y a une réunion publique. Il y a 2 ou 3 jours, il y a 2 jours, très exactement, en tout cas au moment où nous menons cet échange. Et puis il y a une centaine, un peu plus d'une centaine de Camerounais qui se sont mobilisés. Je leur dis d'ailleurs merci, parce qu'il a fallu d'abord se mobiliser pour acquérir la salle. Et vous savez qu'aux États-Unis, rien n'est gratuit. Tout à fait. Et il fallait acquérir la salle à près de $1000, je crois, dans un hôtel, le Sheraton. Et puis, ils ont mobilisé. Et puis ici, ce qui est très difficile, parce qu'ici, tout le monde est occupé, mais ça se faisait en fin de journée. Beaucoup de Camerounais se sont déplacés et il y a eu un échange très convivial. Je les en remercie encore. Et puis, je remercie une fois de plus M. Jules Mananga, qui était l'artificier de cette organisation-là. Et puis, tous les autres compatriotes qui se sont associés à lui pour donner du retentissement et à cette visite et à cette réunion. Et puis tous les compatriotes qui se sont déplacés, parce qu'il a fallu qu'on s'exprime d'abord sur la question des 11 millions d'inscrits, et puis sur d'autres questions connexes, notamment qui font l'actualité au Cameroun, la crise anglophone, l'assassinat ou en tout cas le suicide de l'évêque, la question du code électoral, la viabilité de l'opération que j'avais menée, la question du CFA, bon bref, c'était plusieurs questions. La question de la double nationalité, la question de Boko Haram, la question de l'insécurité, notamment les attentats perpétrés par Boko Haram. C'était effectivement un échantillon de la population camerounaise dans sa pluriethnicité, dans sa plurisensibilité. Et puis toutes ces questions-là ont été abordées. En fait, mes compatriotes voulaient connaître ma position sur chacune de ces questions. Dieu merci, une bonne partie, une majorité, semble-t-il, est sortie plutôt satisfaite de l'échange. Et puis, de toute façon, la trame de fond, elle demeure inscription sur les listes électorales parce que, justement, je leur ai dit qu'eux aussi sont concernés. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu que je vienne de leur dire pour se montrer concernés. Mais effectivement, il y a une forte communauté.
elle doit s'inscrire aussi. Et selon le code électoral, les formalités d'inscription se font au niveau des représentations diplomatiques. Depuis que je séjourne aux États-Unis, j'ai vainement essayé de rencontrer l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis à Washington DC. J'ai envoyé des demandes d'audience. J'attends encore la réponse, j'espère de tout cœur être reçue, pour m'assurer que les dispositions de la loi en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales sont effectivement respectées aux États-Unis. J'ai également dit à cette communauté qu'au-delà des inscriptions que vous pouvez vous-même faire au niveau des États-Unis, quand on est dans la diaspora, généralement au pays, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, parce que souvent dépendantes de nous. Et je leur ai dit, n'envoyez plus seulement de l'argent ou de l'assistance, envoyez aussi le message de citoyenneté que je suis venu vous délivrer. Mesdames, Messieurs, si vous venez de vous joindre à nos microphones, je suis Roncessé. Avec moi, dans cet entretien, Cabral Libby. Les uns et les autres, certaines personnes l'appellent l'homme 11 millions. Je ne sais pas s'il a 11 millions de personnes déjà inscrites, ou alors s'il a 11 millions de dollars ou de francs CFA dans ses poches, puisqu'il nous est revenu qu'il a reçu beaucoup d'argent du pouvoir en place à Yaoundé pour arriver ici et pouvoir le distribuer. Ben, si c'est le cas, peut-être que nous en aurons quelque part un peu tout à l'heure après cette interview. Monsieur Kabalibi, c'est vraiment un phénomène que nous n'arrivons pas du tout à comprendre. J'ai l'impression que peut-être c'est l'ange Raphaël qui est en train de porter ce message, parce que tout a commencé à Ange Raphaël. Apparemment, c'est cet ange qui est en train de porter le message partout dans le monde, puisque vous êtes fortement chrétien, vous avez dit gloire à Dieu. Est-ce que vous avez l'impression que tout est possible à celui qui croit, puisque vous croyez à ce mouvement? Ben moi, je suis chrétien. Oui. Je crois en Dieu. Et je crois que ce ne sont pas les mots qui convainquent les gens. C'est la charge spirituelle qu'il y a derrière les mots qui convainc les gens. C'est pour ça que je ne tire aucune gloire personnelle du retentissement que l'opération 11 millions d'inscrits est en train de connaître, parce que beaucoup, avant moi, ont appelé les populations à s'inscrire. Qu'est-ce qui fait que moi, lorsque je lance cet appel, certaines personnes se lèvent massivement pour mener cette opération, et bénévolement? Parce que nous sommes dans un pays, l'une des raisons pour lesquelles les uns et les autres, en réalité, n'y croyaient pas, et peut-être continuent même à ne pas y croire, c'est que connaissant le contexte de désaffection politique, et surtout de vénalité de la jeunesse, beaucoup me disaient, si tu ne donnes pas d'argent aux jeunes, ils ne vont rien faire. Parce qu'au Cameroun, les gens ne se lèvent que quand ils ont un intérêt. Mais nous avons été surpris au cours de votre conférence à l'hôtel Sheraton. Spontanément, les gens ont commencé à faire des dons pour que justement ce mouvement aille de l'avant, parce qu'ils ont cru en vos idées que vous avez pu développer. On était surpris de voir quand même ce genre de choses se faire ici aux États-Unis, où nous savons que l'argent, c'est quelque chose de très important. J'en étais tout aussi étonné. Vous savez très bien que la quête a été lancée presque subrepticement. Je ne m'attendais pas à cela. Et puis spontanément, effectivement, les personnes qui étaient dans la salle ont cotisé, chacun ce qu'il pouvait. Quand on a fait le dépouillement de ces petites enveloppes, on trouvait $1, $10, $20. Et j'en étais, comment vous dire, je me trouvais indigne de cela. Parce que pour moi, chaque petit sacrifice qui est fait par un compatriote dans le cadre de cette opération, pour moi, je le vois comme le milliard. Tellement c'était inespéré. C'est comme ces Camerounais qui se mobilisent au Cameroun pour mener ces opérations. Figurez-vous que les jeunes se constituent en comité de département, d'arrondissement, et se déplacent à leurs frais, cotisent, louent des tentes, floquent des t-shirts et des polos. Parfois d'ailleurs achètent des casse-croûtes au personnel de l'ECAM lorsqu'ils sont submergés par le travail. Et c'est pour ça que j'ai dit aux compatriotes qui ont donné pour certains $1, pour d'autres $10, que cet argent, ce sacrifice comptait beaucoup pour moi, et je l'espère apporterait l'espoir, ou alors contribuerait à donner vie
à l'espoir qui est en train de renaître. En tout cas, moi, personnellement, j'y veillerai pour que chaque franc, chaque dollar, chaque euro serve à la cause pour laquelle il a été donné. C'est déjà le cas au Cameroun pour ce qui se fait. Ce sera le cas pour ce sacrifice qui a été fait. Ça va secourir le travail qui se fait sur le terrain. Bien, si vous étiez donné, je vais vous donner la possibilité de vous adresser aux Camerounais des différentes régions du Cameroun et en même temps de ceux des Camerounais de la diaspora qui ont effectivement besoin d'avoir ces moments de communication avec vous. Nous allons commençons par l'extrême nord. Que dites-vous à ceux de ces Camerounais qui sont en train de s'enregistrer massivement sur le fichier électoral? Il y a un message d'ailleurs que j'adresse à tous les Camerounais d'abord, indistinctement des régions où ils se trouvent. Je leur dis, contrairement à tout ce qui se dit, c'est possible par l'élection. Mais à condition que nous votions massivement, que nous nous inscrivions massivement, que nous votions massivement et que nous défendions ou surveillions massivement notre vote au soir, au jour ou au soir de l'élection. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que nous nous inscrivons pour qu'il y ait un renouvellement et de la classe politique et même des pratiques politiques. On dira encore que je m'inspire de Macron en France, mais je m'inspire aussi de Barack Obama aux États-Unis où je me trouve. Ces deux personnalités politiques ont en commun le fait qu'au moment où elles commençaient, personne ou très peu y croyait. C'est peut-être ce qui va se passer au Cameroun. Mais ça ne va pas seulement se passer pour Cabral Libye qui parle. Ça va se passer pour toi qui es à Ebolova, pour toi qui est à Marois, pour toi qui est à Bertois, pour toi qui est à Garigombo, pour toi qui est à Kolofata, pour toi qui est à Ezeka. Parce qu'à la vérité, que ce soit en Tonga à l'ouest, que ce soit à Bengbis au sud, que ce soit à Bogo à l'extrême nord, à Moulvoudaï, ou que vous vouliez, que ce soit à Limbé, que ce soit à Bouya, il faut noter une chose. Évidemment, à Yaoundé ou à Douala, il faut que les jeunes aillent à l'assaut des fauteuils de députés. Que les jeunes, âgés de plus de 40 ans, aillent à l'assaut des fauteuils de sénateurs. Que les jeunes investissent les mairies. Quand je vous dis que je serai porteur d'un projet de société, je place la commune au cœur de ma vision de développement du Cameroun. La commune ne doit plus être le repère avec AI de vieux retraités, des personnes qui, lorsqu'elles ont fini de rouler leur bosse, vont se reposer à la mairie. La mairie doit être le centre d'impulsion. Que les jeunes cessent de rêver d'être seulement ministres ou secrétaires d'État, mais que les jeunes apprennent à se mettre au service de la communauté, à penser le développement à partir de leur résidence d'origine ou de leur domicile d'origine, qui est leur mairie. Oui, les recettes municipales, qu'est-ce qu'elles donnent? Les richesses de nos communes, comment elles sont exploitées? Comment est-ce que nous les mettons suffisamment à profit pour nous développer? Vous l'avez bien compris, c'est la décentralisation qui est au cœur. Mais moi, je ne vais plus proposer seulement un État décentralisé, mais un État régional, qui est cette formule d'organisation de l'État qui est à mi-chemin entre l'État décentralisé et l'État fédéral. Et d'ailleurs, ce sera aussi une réponse à la crise anglophone. Et puisque vous me demandez de m'adresser à mes compatriotes, je commence par mes compatriotes de la partie anglophone, qui aujourd'hui, vous le savez, sont l'objet de ce qu'on appelle une crise, la crise anglophone. Eh bien, je leur dis, le fédéralisme, vous l'avez connu de 61 à 72. Et la colère qui est exprimée aujourd'hui par les anglophones est tout à fait justifiée. Sur au moins un point. Lorsqu'on a vécu sous le fédéralisme pendant 11 ans, et lorsqu'on en est ressorti au bout de 11 ans, et que plusieurs années ou plusieurs décennies après en être sorti, on a le sentiment qu'on était mieux lorsqu'on y était
que lorsqu'on en est sorti, il est tout à fait légitime de vouloir y rentrer. Mais le juriste que je suis dit à ses compatriotes anglophones que l'État fédéral, avec la superposition d'États dans l'État que nous voyons, dans notre vision, on n'est pas obligé d'y retourner. Nous voulons construire un État intégré. Aujourd'hui, la famille qui m'a accueilli aux États-Unis, M. Jules-Henri Mananga, il est du centre, du Nyon-Ekele, il est francophone. Son épouse est du nord-ouest. Leurs enfants sont du centre et du nord-ouest. Voilà le Cameroun que les anglophones ont accepté quand ils ont décidé lors du référendum de 61 de rejoindre le Cameroun francophone. Et c'est ce Cameroun-là qu'il faut préserver, le Cameroun des pères fondateurs. Il ne faut pas que la colère, les frustrations nous amènent à remettre en cause ce que nos pères nous ont légué. Consolidons-le. Corrigeons les erreurs. Malheureusement, le gouvernement actuel manque d'humilité pour s'asseoir et discuter. Et de quoi on va discuter? On va simplement discuter de nouveaux contrats. Parce que j'aime à rappeler qu'en 61, c'est un contrat constitutionnel qui a été signé au Cameroun. En 72, lorsqu'on sort du fédéralisme, c'est un autre contrat constitutionnel qu'on signe. Malheureusement, cet autre contrat de 72, ces clauses n'ont pas été respectées à la lettre. Et c'est pour ça que l'une des parties, la partie anglophone, dénonce la situation et crie ses frustrations. Parce qu'elle a le sentiment que les clauses n'ont pas été respectées. Et revisitons ces clauses, mettons-les à jour et prenons désormais l'engagement de les respecter dans un État régional qui va donc concéder aux différentes régions du Cameroun cette autonomie tant recherchée, parce que je vous l'ai dit, je vais la rechercher au niveau de la mairie, je vais la rechercher également, pas seulement la rechercher, mais la consacrer également au niveau de la région. C'est ce que je dis à mes frères anglophones, c'est pour ça que je leur tends la main de discussion, la main de cohésion, la main d'intégration, la main d'unité et dans le dialogue. Et j'espère que je serai entendu. En tout cas, je me battrai de toutes mes forces pour être entendu, parce que je les considère comme mes frères. J'ai envie de dire à mes frères et à mes compatriotes de la partie septentrionale qu'elles font face à une autre crise. Mais là, c'est même un fléau. C'est Boko Haram, c'est l'insécurité. Ce sont des attentats répétés. J'ai envie de leur dire, personne, même pas les grands États comme les États-Unis, n'ont pu trouver la solution miracle pour éradiquer le terrorisme. Mais il y a un facteur aggravant. Et à défaut d'éradiquer totalement le terrorisme, on peut éradiquer les facteurs aggravants. Et le premier facteur aggravant du terrorisme dans la partie septentrionale, c'est la pauvreté. C'est l'extrême pauvreté. Je me souviens à la faveur d'une mission que j'avais faite là-bas pour le compte d'une organisation associative étrangère. J'avais fait le tour de l'extrême nord. Et rentré de là, il y a 2 ou 3 ans, j'avais été le premier. Et ça faisait encore rire tout le monde. Vous savez, moi, mes initiatives, elles font souvent rire quand j'exprime mes intuitions. J'avais été le premier à l'époque à appeler à un plan d'urgence pour la partie septentrionale. Évidemment, ça a fait rire certains, mais j'ai été heureux d'apprendre que le gouvernement s'était approprié l'idée. Malheureusement, le gouvernement ne s'est approprié que l'idée, mais n'a rien fait pour son implémentation. Aujourd'hui encore, nous attendons ce plan d'urgence. En tout cas, moi, j'en suis porteur. J'ai envie de dire à la partie est du Cameroun, qui est une partie forestière et qui est remplie par la grâce de Dieu d'un sol et surtout d'un sous-sol. Les minerais, le diamant, l'or. Voilà des richesses dont Dieu a doté le Cameroun, qui ne demandent, le bois, qui ne demande qu'à être exploité pour le bien des populations. Et c'est là tout l'intérêt de l'État régional. C'est là tout l'intérêt de redonner du sens à la mairie. J'ai envie de dire à l'Ouest, le peuple de l'Ouest, notamment qui sont un peuple laborieux, cela est connu de tous, qu'effectivement, ce labeur, et c'est ça le sens de l'intégration nationale, ce labeur, on va véritablement le mettre à profit pour le compte de la communauté. C'est un peuple qui a le sens de l'initiative agricole.
Et la question de l'agriculture, et quand j'évoque l'Ouest, j'ai envie d'évoquer d'ailleurs aussi le centre, le sud, qui sont des parties des régions forestières. Et tout le monde le sait encore, le Cameroun aujourd'hui a une surface arable, des terres arables, de plusieurs millions de mètres carrés, qui ne demandent qu'à être exploitées. Et j'ai envie de dire que je suis aussi porteur dans mon projet de société d'une réforme agraire au Cameroun. Nous devons rentrer véritablement à la terre. Mais il faut déjà une réforme foncière pour faciliter l'accès à la terre. Il y en a qui la possèdent et qui ne l'exploitent pas. Il y en a qui ont le labeur, la volonté de l'exploiter, mais qui n'en ont plus. Il va falloir faire au Cameroun une profonde réforme agraire qui trouve une rencontre entre les propriétaires ancestraux. Nous sommes en Afrique. Les terres dont nous sommes possesseurs ou propriétaires, nous les avons héritées généralement. Et souvent, ce sont des vastes étendues sur lesquelles la propriété n'est pas reconnue j'ai envie de dire, n'est pas reconnue juridiquement. Parce qu'il faut juridiquement avoir un titre de propriété. Et pour l'acquérir, il faut parfois les moyens dont les propriétaires ne sont pas possesseurs. Donc il faut aujourd'hui trouver un juste milieu entre la préservation de ces acquis d'héritage ancestraux et la nécessité de mise en exploitation des terres. Il ne faut pas thésauriser la terre, j'ai envie de dire, simplement parce qu'on n'a pas un titre de propriété. J'emprunte là un terme d'économie. Donc, il y a un travail que mes équipes et moi-même sommes en train de faire de ce point de vue-là. Et il faut au Cameroun instaurer un statut de l'agriculteur. Parce qu'en fait, pour amener les jeunes, notamment à la terre, il faut créer des incitations. J'ai envie de dire également au peuple de l'Ouest, notamment, qui est très laborieux économiquement, qu'effectivement, il faut au Cameroun créer les conditions d'accès au financement. Et là encore, peut-être ça rejoint le peuple camerounais tout entier. Nous sommes malheureusement dans un état rentier où on veut faire croire à tout le monde que c'est par l'État qu'on va s'accomplir. Et je suis heureux de séjourner aux États-Unis. L'État, travailler pour l'État, travailler pour l'Ongom, ce n'est plus la solution. J'aime souvent faire une simulation simple. L'État du Cameroun emploie combien de personnes tous les mois émargent au budget de l'État, reçoivent un salaire. D'aucuns disent 500 000, d'autres disent 400 000, parce que malheureusement, on est dans un pays où le ministre des Finances ne peut pas vous dire combien de personnes sont payées par mois, parce qu'il y a un système de corruption qui brouille tout. Mais arrondissons même à 1 million, c'est-à-dire on va mélanger les fonctionnaires, les contractuels et tout ce que vous voulez. Le chiffre n'est pas réaliste, il est exagéré, mais mettons à 1 million. Dans un pays de 26 millions d'habitants, pour une population active d'environ 10 millions, c'est-à-dire on enlève les enfants, les vieux, les personnes capables de créer de la richesse. S'ils sont 10 millions et que 1 million seulement émerge au budget de l'État, quelle émergence? Quel développement on peut construire avec ce qui émerge au budget de l'État? Parce qu'il ne crée pas de la richesse. Il faut créer des conditions d'initiative privée. Il faut créer des conditions au Cameroun d'éclosion du talent. Et ça, je l'avais comme intuition, je l'ai découvert aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Mettre la PME au cœur de notre vision de changement et de développement et d'émergence du Cameroun. Les jeunes sont laborieux. Et j'en ai rencontré des dizaines ici aux États-Unis. Des jeunes, et c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas ailleurs dans la diaspora. Des jeunes dont l'expertise est aujourd'hui avérée, fait ses preuves dans d'autres pays, au point que des Camerounais sont hissés à des niveaux de responsabilité insoupçonnés dans d'autres pays. Mais j'ai dans mon programme une page, Come Back Home. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais. Il faut que toutes nos expertises disséminées partout dans le monde reviennent. On va faire une réforme à ce propos. On ne va pas seulement réformer le code de la nationalité. Je suis allé un peu vite. On ne va pas seulement réformer le code de la nationalité parce qu'on va le réformer pour introduire la double nationalité, mais une double nationalité
restrictive. Et sur ce coup, j'ai engagé ici, et ça va continuer, des discussions avec les Camerounais de la diaspora, parce qu'il faut éviter que la double nationalité serve de passe-droit à certains qui exerceraient certaines fonctions au Cameroun, comme on l'a vu il y a quelque temps. C'est pour ça que l'accès à certaines fonctions va quand même être restreint à ceux qui ont véritablement la seule nationalité camerounaise. Mais quelle fonction, quelle responsabilité? Dans la discussion que nous sommes en train d'avoir, les membres de la diaspora ont promis de me faire des propositions là-dessus. Ben, je reste dans l'attente. Mais pour revenir au sujet, on va effectivement créer des conditions d'éclosion du talent par l'initiative privée, par un certain nombre de réformes, notamment l'accès au financement. Et pour ceux qui vont continuer à travailler dans la fonction publique, on va mettre sur pied une fonction publique de performance. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de continuer aujourd'hui avec une fonction publique rentière. Vous vous battez pour être fonctionnaire. Vous venez au bureau quand vous voulez. Et vous attendez tous les 30 jours un salaire. D'ailleurs, pourquoi 2 personnes qui ont une licence en droit et qui sont recrutées dans la fonction publique, pourquoi l'un doit gagner le double, voire le triple du salaire de l'autre? Simplement parce que lui, il est dans un établissement public administratif qui octroie ses avantages et l'autre pas. Il faut au Cameroun harmoniser les salaires. Et puis, une fois qu'on les a harmonisés pour tout le monde, créer même des conditions de bonification du salaire du simple double, mais une bonification assortie d'indicateurs de performance qui tiendraient à l'assiduité, tiendraient à la ponctualité, tiendraient à la satisfaction de l'usager et d'autres indicateurs sur lesquels nous sommes en train de travailler. Nous ne créons rien. Le Rwanda le fait déjà. Les Nations Unies le font déjà dans un certain nombre de projets qui sont implémentés en Afrique. Voilà le message que j'adresse à mes compatriotes. Le message d'espoir, le message du travail, le message de la mobilisation des énergies, le message de la dynamisation des forces et des énergies. Nous sortons de l'état de torpeur, de l'état de morosité, de l'état paresseux, de l'état rentier. Nous allons ramener l'espoir, nous allons ramener la fierté. Nous voulons que le Camerounais se sente fier et il a toutes les raisons, heureusement, par la grâce de Dieu, de l'être. Eh bien, mesdames, messieurs, si vous venez de rejoindre nous, vous êtes toujours sur Un jour, un événement. Un jour, un événement qui émet en direct de Washington, D.C. Nous avons comme invité aujourd'hui Cabral Libby. Cabral Libby qui séjourne aux États-Unis dans le cadre de son opération 11 millions d'inscrits au fichier électoral. Au microphone, je suis Roncessé. Pour cette même émission, nous sommes suivis en direct sur Facebook. Si vous avez une question à poser, vous pouvez la poser directement sur Facebook. Cabral Libby en direct, il pourra répondre à cette question. Si votre question n'est pas répondue, nous allons prendre la peine de lui porter cette question-là afin que vous puissiez avoir une réponse à la plupart de vos questions. Il a abordé la question du problème de nos frères et sœurs qui sont d'expression anglaise. Il a abordé le problème de sécurité au niveau de ceux de nos frères qui sont du côté du septentrion. Il a abordé ce qui concerne nos frères du côté de l'ouest. Il a abondamment parlé de la région du centre, du sud et de l'est en ce qui concerne les réserves et les réserves forestières et des ressources fauniques et des ressources minières. Mais il me semble qu'il n'a pas tellement abordé en ce qui concerne les régions du littoral, pour ces régions-là qui connaissent les problèmes des mototaxis, qui font en sorte que les hôpitaux rencontrent des sérieux problèmes en matière de gestion, justement, des cas de blessés graves qui arrivent là. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer à nous entretenir avec Cabral Libby. Cabral Libby, que répondez-vous à ceux des Camerounais qui disent qu'ils ont déjà entendu ce discours? Tout ce que vous avez dit, vos prédécesseurs l'ont dit. Nous avons vu les cas de ceux qui arrivaient à Maître Yondo Black. Nous avons vu les cas de ceux qui est arrivé à l'ingénieur Jean-Jacques Kindi. Nous allons nous arrêter à ces deux-là. Que répondez-vous à ceux des Camerounais qui disent qu'ils ont entendu cela? Évidemment, vous n'allez pas nous donner la phrase dans laquelle vous avez dit que vos prédécesseurs ont failli et que vous allez faire la différence. Est-ce que vous ferez la différence? Et comment vous arriverez à faire la différence
afin que ceux qui ne sont pas encore inscrits dans ce réseau de 11 millions soient inscrits? D'abord, avant de répondre à votre question spécifique, Oui. vous avez évoqué la question du littoral. Effectivement, c'est la zone littorale qui a une ouverture sur la mer et ça va jusqu'au sud-ouest. Tout à fait. Je pense que nous n'avons pas au Cameroun une économie suffisante de la mer. Et nous allons la mettre sur pied. Alors comment vous entendez laver cet affront? Mais quand je vous dis qu'on n'a pas une économie de la mer, est-ce que nous exploitons suffisamment les ressources de la mer? En tout cas, pour ceux qui ont fait droit de la mer, sur la partie qui est ressortie de notre souveraineté. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut aujourd'hui, effectivement, développer des activités qui rentabilisent l'ouverture sur la mer. La première activité, c'est l'activité touristique. Et ça ne concerne pas que la zone littorale, ça concerne une partie de la zone du sud. Je ne sais pas si vous y êtes allé et que vous avez vu la beauté des plages, mais également la tristesse de leur abandon. La beauté des plages, mais la tristesse de leur abandon. Eh bien oui, il faut cette économie-là. Il y a ce qui est renfermé dans la mer, c'est-à-dire le poisson. Il faut industrialiser cela. Et ça ne s'arrête pas seulement à la mer. Je suis toujours étonné qu'un pays comme le Cameroun importe des carpes avec le potentiel hydrographique d'eau douce que nous avons. Encore qu'on dit que le tilapia aujourd'hui n'est pas très bon à consommer. Je ne parle pas que du tilapia. Il y a d'autres variétés. Et récemment, aux Jeux universitaires, j'ai goûté le jambon de poisson qui avait été fabriqué par les étudiants de l'Institut des études halieutiques qui est rattaché à l'université de Douala. J'en ai été un peu écœuré. Et j'ai d'ailleurs demandé au ministre de l'Enseignement supérieur pourquoi on ne pouvait pas passer une commande à ces étudiants pour nourrir leurs camarades lors des Jeux universitaires, par exemple. C'est cela, c'est ce que j'appelle l'économie de la mer. Et toujours parlant de la zone littorale, vous avez évoqué les mototaxis. Tout à fait. J'ai annoncé le programme Zéro mototaxi. Pas que j'arracherai les mototaxis. Non, j'amènerai les jeunes eux-mêmes à abandonner les mototaxis parce qu'ils auraient d'autres activités qui présentent moins de risques, moins d'accidents. Je prends un exemple simple. Mais juste un exemple simple parce que je me retrouve ici. Je me suis rendu compte qu'ici tout était numérisé. Tout était numérisé. Vous ne voyez de rang nulle part. C'est un exemple que je prends. Et je me suis souvenu qu'au Cameroun, il y a à la fonction publique un programme informatique qu'on appelle le CJPS, qui renseigne les fonctionnaires sur un certain nombre d'informations. Je me suis rendu compte qu'à Yaoundé, capitale du Cameroun, au ministère de la fonction publique, il y avait toujours un rang. Quand on publiait la liste des enseignants, par exemple, dont les salaires étaient désormais virés, c'est une liste qu'on publiait. Et parfois, les gens se déplacent de très loin pour venir regarder la liste, pour venir au guichet CJPS avoir une information. Mais dites-moi, dans la fonction publique humanisée que je pense, ce genre de choses ne peuvent pas exister. Il n'y aura plus de rang. Vous savez comment? Non. Mais simplement parce qu'on va mettre sur pied un call center. Si les informations sont disponibles, il suffit d'installer dans chaque ministère une salle avec des jeunes assis derrière un téléphone, et je parle des jeunes, parfois des jeunes étudiants, parfois des jeunes formés en la matière, et qui répondraient simplement au téléphone. Vous appelez de Marois, vous voulez savoir si votre nom est dans une liste. Et bien, un jeune, 24 heures sur 24, vous répond avec toute la convivialité et vous donne l'information. Ça créerait des emplois. Mais je vous l'ai dit, avec la réforme agricole, avec l'accès au financement, les jeunes, avec leur génie, créeraient des emplois. Vous avez parlé de l'hôpital, parce que quand
les jeunes tombent des mototaxis, ils vont à l'hôpital. C'est encore écœurant. On est dans un pays où il n'y a pas de couverture santé. Mais vous allez me dire comment on met ça en place. Mais s'il y a une chose pour laquelle tout citoyen est prêt à cotiser, c'est bien sa propre santé. On demanderait simplement aux citoyens de cotiser chacun quelque chose. Pour que lorsqu'il tombe malade, qu'il soit d'abord pris en charge gratuitement. Parce qu'il a cotisé pour ça. Et les statistiques le démontrent bien. On tombe moins malade quand on est jeune. On tombe plus malade quand on est plus âgé, après 50 ans. Ça veut dire que les plus jeunes cotisent pour les plus âgés. Et les plus jeunes cotisent pour le moment où ils seront plus âgés. On n'est pas les premiers à mettre ça en place. Nous sommes même peut-être les derniers à mettre ça en place. Mais autre chose, on est quand même dans un pays où il faut revoir la dépense publique. Qu'est-ce qu'on fait avec 60 ministères ou 60 ministres avec portefeuille et ministres assimilés? Non. Il faut apprendre à faire des économies dans la dépense publique. Et lorsqu'on a fait ces économies, on les affecte prioritairement à la santé des Camerounais. Parce que le premier facteur de production, c'est l'homme. J'aime à rappeler que vous pouvez vous construire tous les autoroutes du monde. Mais s'il n'y a pas d'hommes en santé pour circuler sur ces autoroutes, ça ne servira à rien. Je pense que la priorité, c'est cela. Et tout à l'heure d'ailleurs, vous savez, quand je parlais d'économie, je fais un petit flashback. Quand je parlais de l'économie de la mer, j'ai oublié un détail sur le tourisme. Je me suis posé une question bizarre. Ici aux États-Unis, actuellement, au moment où on parle, nous sommes en été. Et c'est généralement la période de la vacance. Pourquoi au Cameroun, l'été, qui est la période de saison sèche, ne correspond pas à la vacance? Pourquoi les vacances au Cameroun, c'est en juillet, les vacances scolaires notamment, c'est en juin, juillet, août, période pluvieuse? Je me suis rendu compte que si ailleurs, il y a la vacance généralisée, mais pas seulement scolaire, c'est parce qu'il y a une économie de la vacance. L'économie touristique, c'est l'économie de la vacance. Et cette économie n'est viable qu'en saison d'été, où il y a le soleil. Tout à fait. Je pense que, et là ça me permet de parler un peu de la réforme du système éducatif, parce qu'on va revoir même le calendrier scolaire. En tout cas, c'est une question, c'est une intuition que j'ai soumise à mes compatriotes et à mes équipes. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Mais puisqu'on parle du système éducatif aussi, mais la question du livre, il faut la résoudre. Vous savez que chaque rentrée scolaire au Cameroun, il y a un scandale sur le livre. Pourtant, le livre est fabriqué avec du bois. Et pourtant, nous produisons du bois. Quand je disais aux populations de l'Est qu'on va rentabiliser le bois. Mais au-delà du livre, la question de l'orientation. Au juste, on va à l'école au Cameroun, pourquoi? Quand on parle d'émergence, a-t-on un jour évalué la ressource humaine dont on avait besoin pour l'émergence? Parce que si on avait fait cette évaluation, on saurait aujourd'hui de quel profil on a besoin et nos conseillers d'orientation sauraient quel travail faire. Parce que nous sommes dans un pays où on n'oriente pas. Vous allez à l'école et un jour vous vous demandez au juste pourquoi vous apprenez du droit. Ça, c'est une question qu'il faudra régler. L'enseignement supérieur. Je suis entré ici aux États-Unis, dans l'université du Maryland. Qu'est-ce qui vous a marqué? D'abord, l'étendue de l'université, mais une chose, c'est que l'université est dotée d'une unité technologique qui est plus grosse que la plus grosse université camerounaise. Je ne parle pas de l'université, je parle de l'unité technologique. J'y suis allé parce que des compatriotes qui y travaillent me l'ont fait visiter. J'ai rencontré, c'est une petite anecdote, le vice-président de l'université du Maryland, M. Greg Smith. Je l'ai croisé dans cette unité technologique. J'ai eu de la peine à croire que c'était lui le vice-président de cette université. Son salaire annuel, c'est plusieurs millions de dollars. Je l'ai croisé dans un bureau modeste, échangeant avec mon compatriote dans toute la modestie et toute la simplicité. Je n'ai pas cru que c'est... J'ai dû vérifier sur Internet. Et quand je pense qu'au Cameroun, ceux qui ont son rang
se comportent comme ce que je ne veux pas dire, pour une rentabilité de loin inférieure. Ça m'a posé un problème, mais ce n'est pas ça le plus important. Et j'ai pensé au numérique, la numérisation de nos universités. J'étais dans une unité où on invente des solutions numériques pour tout l'État, pour toute l'université. La numérisation de l'université, la numérisation de l'État, la sécurisation des données, des datas. Ça, c'est pour la fonction publique. Quel est cet État où on s'aligne pour tout? Quel est cet État où le papier circule partout? Alors que nous sommes en 2018. L'université, le système master, le LMD, comme on dit aujourd'hui, licence, master, doctorat. En réalité, on l'a importé, mais on ne l'applique pas. Il faut revoir les curricula de formation à l'université, les adapter, adapter notre université aux attentes de notre société. Nous sommes aujourd'hui à l'université de 3e génération. Nous ne sommes plus à l'université qui cherchait à fabriquer des fonctionnaires qui remplaceraient le blanc après l'indépendance. Nous devons aujourd'hui avoir une université, comme partout d'ailleurs dans le monde, qui invente des solutions pour répondre aux problèmes de la société. Les missions de l'université, c'est la formation, c'est l'enseignement, c'est la recherche, mais c'est également l'appui au développement. Je cherche encore l'université de l'appui au développement, mais je l'ai dans mon esprit. Si jamais le projet de société dont je suis porteur voit le jour, je n'ai pas fini. Tout à l'heure, je n'ai même pas encore répondu à votre question. Ben oui, tout à l'heure. Parce que je voudrais bien savoir, le discours que vous tenez, les Camerounais l'ont suivi. Non, mais j'y viens. Oui. Parlant de l'extrême nord, oui. Quand on a parlé de la question de Boko Haram, oui. J'ai oublié de parler de la question des militaires. Parce que nos compatriotes qui se battent au front, et c'est l'occasion de saluer l'effort qu'ils fournissent oui. pour protéger notre territoire contre. Quelle est leur situation? Quelle est la situation des militaires au Cameroun? Je me suis rendu compte qu'elle était désastreuse, à la vérité. C'est la grande muette. Mais les militaires accumulent des frustrations qui ont trait à leur travail, à leur rémunération, aux avantages. Parfois, ces avantages sont accaparés par une minorité. Mais, revenons à Boko Haram. J'ai posé la question. Que deviennent les veuves et les enfants des militaires qui meurent au front? J'ai cherché la loi à Idjo. Il y a un texte, décret à Idjo, pas une loi, un texte, un décret sur les pupilles de l'État. Non, il faut une loi au Cameroun sur les pupilles de la nation. Comme aux États-Unis ici. Tout à fait. Où les militaires sont sacrés. Parce qu'ils défendent la patrie. Je vais instaurer, ou alors le projet de société dont je serai porteur, va proposer tout un corpus de textes pour les veuves et les orphelins des militaires qui meurent au front. Ils ne doivent manquer de rien. L'orphelin d'un père mort au front doit être pris en charge totalement par l'État. Et l'État doit lui trouver du boulot, soit en remplacement de son père dans l'armée, soit partout ailleurs où il voudra travailler. C'est ça un pays qui respecte ceux qui sont morts pour lui. Mais pour répondre à votre question, oui. D'autres ont dit, je ne suis même pas sûr que d'autres ont dit ce que je suis en train de dire, mais d'autres ont fait des promesses. Certains ne les ont pas tenues. D'autres n'ont même pas eu la possibilité de faire voir le jour à leurs promesses, parce qu'ils n'ont pas accédé au pouvoir, parce que vous avez cité pêle-mêle plusieurs personnes. Je reste convaincu que chacun a son destin. Peut-être que le projet de société dont je suis porteur et que je voudrais mettre en commun avec des idées portées par d'autres acteurs politiques. Parce que pour la présidentielle spécifiquement, moi je suis porteur du message d'une candidature des forces nouvelles du changement. Vous êtes une candidature consensuelle. Vous êtes porteur d'une candidature de l'idée d'une candidature consensuelle des forces nouvelles du changement. Des forces nouvelles du changement. Oui. Donc, quand je dis que j'ai un projet de société, ça, ce sont mes idées, mes intuitions, ou alors les idées de mon équipe, parce que je vous ai dit, je travaille avec une équipe. Oui. Et nous travaillons. Cette équipe ne cesse d'ailleurs de s'agrandir. Pendant mon séjour aux États-Unis, il s'est agrandi. Cette équipe, elle s'est agrandie encore
de quelques membres, nous allons travailler sur nos intuitions à nous. Nous allons les mettre en commun avec les intuitions des autres acteurs. Et puis, nous choisirons, c'est l'idée qui est la mienne, nous choisirons une personne, celle que nous jugerons à même de mieux porter nos aspirations. Je m'inclinerai, si ce n'est pas moi, devant le choix qui aura été fait sur un autre, tout comme j'accepterai volontiers, si jamais ce choix est fait sur moi, de l'assumer. Mais, en attendant, je reste convaincu que la meilleure garantie qu'on peut avoir d'un homme qu'il tiendra sa parole, c'est en vérifiant son parcours. En fait, si vous n'avez pas été fidèle et loyal par le passé, vous ne le serez pas demain. Donc j'invite les uns et les autres. J'ai quand même un modeste parcours à l'université. Je suis un contractuel d'administration. Je suis un enseignant moniteur. Posez la question à mes étudiants. Quel type d'enseignant je suis? Posez la question à mes collaborateurs. Quel type de collaborateur je suis? Je suis chef de chaîne adjoint de Radio Campus Y2, c'est la radio de l'université de Yaoundé 2. Demandez à mes collaborateurs quel type de collaborateur je suis. J'ai été président des étudiants à l'université de Yaoundé 2. Demandez à mes camarades qui ont été là sous ma gouvernance quel type de délégué d'étudiants j'étais. Est-ce que je veillais sur leurs intérêts? Est-ce que j'humanisais ma fonction? Est-ce que je me suis battu pour humaniser l'université? Demandez-leur qui a écrit la première mouture de la charte des droits et devoirs de l'étudiant camerounais. Et plein d'autres choses. Demandez-leur avec qui je n'étais pas seul, mais qui a fait partie du combat pour les frais médicaux qu'on a supprimés, pour le paiement en 2 tranches des droits universitaires, pour le resto à 100 francs, pour le financement des activités associatives dans mon université. Moi, ma vie, c'est une vie de combat. Ça fait 13 ans. J'ai été découvert dans l'espace public il y a 13 ans. Un 15 avril 2004, j'étais porte-parole de l'appel des 1000 étudiants de toutes les universités du Cameroun, il y en avait 6 à l'époque, contre la réélection de Paul Biya. Nous appelions à l'alternance. C'est là que mes premières interviews à RFI, à BBC ont été données, que j'ai fait la une des journaux. Vous faisiez partie de ce qu'on appelait à l'époque le Parlement? Non, le Parlement, c'était des années avant, 20 ans avant, début des années 90. Nous, c'était plus tard. Et c'est l'occasion pour moi de saluer mes prédécesseurs. Et tout à l'heure, vous avez cité les noms, Yondo Black et autres. Moi, je suis profondément respectueux de ceux qui ont commencé avant moi le combat que je mène. J'ai été très heureux hier de voir dans la salle, lors de la réunion au Sheraton du Maryland, M. Napita Nindon, qui est aujourd'hui le représentant du Code aux USA, qui a dû faire le déplacement du Connecticut, je crois, pour venir seulement à cette réunion. Je n'ai pas manqué de saluer sa présence et de le remercier pour ce qu'il a fait, parce que lui, il fait partie des étudiants qui se sont battus au début des années 90, qui se sont battus pour la démocratie. Lui, il a fait partie de ce qu'on appelait le Parlement. Oui. Il a dû partir parce que c'était très difficile pour eux. Tout comme beaucoup d'hommes politiques se sont battus au début des années 90. Et j'ai parfois le sentiment que l'histoire est ingrate à leur égard. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes de ma génération ne connaissent pas Albert Moukon, ne connaissent pas le travail d'Henri Tekoué, ne connaissent pas le travail de Yondo Black Mandengue, ne connaissent pas le travail des Kane Anissé. Parce que malheureusement, ils se sont battus, mais ça a profité à ceux qui se sont battus contre eux et qui aujourd'hui passent pour les pères de la démocratie, un peu comme ce qui s'est passé pour l'indépendance, qui a profité à ceux qui soit ne s'étaient jamais battus pour elle, soit qui s'étaient battus contre elle. Mais c'est ça la vie, et c'est aussi cette injustice que je voudrais, dans mon projet de société, et si jamais il est consensuellement adopté et les Camerounais le valident, c'est cette injustice aussi qu'il faut réparer. Que ce soit moi ou un autre, il faut aussi réparer, il faut mettre un terme à cette injustice. Donc, je pense que le parcours de quelqu'un, la constance d'un homme, renseigne aussi sur sa capacité à tenir ses promesses. Donc, je vous ai dit, retrouvez mes interviews d'il y a 13 ans. Vous aurez l'étonnante impression que vous êtes en train de me lire là maintenant, parce que je suis resté fidèle à mes ambitions, je suis resté fidèle à mes convictions, et ce sera encore le cas pour le temps qui me restera à vivre. Et si pendant ce temps qui me reste à vivre,
je dois présider aux destinées de mes compatriotes d'une façon ou d'une autre. Je montrerai aux Camerounais ce que c'est que le service public, ce que c'est que être élevé pour servir les autres. Parce que si effectivement l'accession aux grandes ou aux hautes fonctions, c'est aussi un choix d'humain. Mais on ne le dit pas suffisamment parce que dans le monde intellectuel, c'est des choses qui échappent. Mais lorsque vous voyez même dans les grands pays, l'ascension d'Obama, de Macron, c'est généralement une main de la providence. Et je crois que lorsque Dieu vous fait grâce de vous élever au-dessus de vos compatriotes, ce n'est pas pour que vous les écrasiez d'en haut, mais pour que vous leur tendiez la main, pour que vous les tiriez vers vous, parce que être élevé, c'est être au service des autres. Et c'est ça qui gouverne profondément ma vision de notre Cameroun. Bien voilà, mesdames, messieurs, nous sommes avec Cabral Libby, nous sommes aux États-Unis dans le cadre de l'émission Un jour, un événement. L'événement, c'est le séjour de Cabral Libby aux États-Unis dans le cadre de son opération 11 millions d'inscrits au fichier électoral. Cabral Libby, nous sommes aux États-Unis. On se doit tout de même de parler en anglais. Vous pensez que vous pouvez vous adresser à certains de nos compatriotes en anglais? Parce qu'apparemment, depuis que vous êtes arrivé, de temps en temps, vous rencontrez quand même des personnes qui ne parlent qu'anglais. Comment vous faites? Ben, je me suis fait assister par une traductrice, Oui. une compatriote, Lisa Wafo, Oui. que je salue. Bon, je salue la maestria. Elle m'a accompagné dans les multiples réunions, et notamment celle que nous avons dû tenir au Sénat américain, parce que nous y avons été invités, parce que le travail qui se fait au Cameroun a un écho, tel qu'ils ont été au courant, et à la faveur de ma présence ici, ils ont voulu qu'on échange. Quand je dis ils, je peux faire taire les identités des personnes que j'ai rencontrées, parce qu'elles ne souhaitent pas que leurs identités soient révélées, et tant mieux d'ailleurs. Ça se joue au Cameroun, pas dans le Sénat américain. Pour le reste, effectivement, nous sommes dans un pays bilingue, le Cameroun, et nous avons l'obligation morale, tout au moins, de nous exprimer en français et en anglais, ou en anglais et en français, parce que j'aime rappeler que lorsque la Constitution du Cameroun, dans son article 2, parle de l'État unitaire bilingue, il précise bien que les langues officielles sont l'anglais et le français. Et pour le juriste que je suis, l'ordre d'énonciation des choses renseigne aussi sur la priorisation de ces choses. Donc effectivement, davantage à la faveur de la crise anglophone, beaucoup de Camerounais ont compris qu'ils doivent se mettre à niveau en ce qui concerne l'anglais, ce qui est mon cas. Je suis en train de me mettre à niveau. I am improving my level in English, but till now, I better express myself in French. You sound like somebody who's been speaking English and who's been doing his homework. Ben, je pourrais vous étonner dans les jours et les semaines qui viennent. Comme je suis perfectible, je préfère encore me rendre perfectible. Mais là, nous sommes dans un échange sérieux. Et il faut que je puisse m'exprimer le mieux pour mieux me faire comprendre. Je crains qu'en baragouinant mon anglais que je suis en train de performer, que le message soit galvaudé dans sa portée et dans sa profondeur. C'est pour ça que je préfère encore m'exprimer en français. Mais je suis sûr que la prochaine fois que vous me tendrez le micro, je vous défierai en anglais. Écoutez, cette prochaine fois, elle n'est pas lointaine. Autant de temps que vous serez à la disposition du peuple, nous aurons toujours la possibilité de venir vers vous. Alors, Cabral Libby, cet entretien tire à sa fin. Vous êtes quelqu'un qui est fortement impliqué dans la communication. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir quelqu'un qui fait le même métier que vous? Vous posez des questions et que, apparemment, vous ne semblez pas y aller avec le dos de la cuillère. Ben, je prends ça d'abord comme un compliment. Ça veut dire que je m'adapte vite. Parce que jusqu'ici, effectivement, comme je suis également juriste, journaliste, dans une autre vie, j'étais davantage à la place que vous. Mais je pense qu'en posant des questions et en observant les réponses, je me suis préparé peut-être à changer de place. Peut-être c'est cela. Mais puisque l'échange tire à sa fin, je voudrais vous dire que même si aujourd'hui je suis devant le micro, en fait, pour répondre aux questions, je reste très respectueux du métier qui est le vôtre. Et c'est l'occasion de dire aussi qu'il va falloir, et ça fait partie des réformes que nous allons faire, il faut réformer le métier du journalisme.
au Cameroun, lui donner toute sa place. La presse, elle est en théorie libre et indépendante, mais à la vérité, elle ne l'est pas. Parce que malheureusement, subtilement, exercer dans le domaine de la presse demeure, ça c'est éteint. Ça veut dire qu'on a conclu. Ben, je vais continuer sur Facebook. Oui. Pour ceux qui nous suivent, en direct. Oui. Donc je disais que exercer dans la presse au Cameroun demeure un problème. D'abord, j'aime souvent à rappeler que ceux qui ont pu lire la loi de 90 sur la communication sociale vont se rendre compte que sur une quarantaine d'articles, je peux me tromper, mais j'avais fait le calcul, j'oublie le chiffre exact, plus d'un tiers des articles de la loi sur la communication sociale commencent par « est puni de ». Est puni de. Alors, si un texte qui organise la communication dans un pays consacre plus du tiers de ses articles à punir, il y a un problème. On fait peser l'épée de Damoclès. Donc, il faut effectivement rendre à la presse la liberté qu'elle mérite et puis sortir effectivement le journaliste de l'indigence. Parce que l'indigence dans laquelle les journalistes sont obligés d'exercer limite gravement effectivement leur indépendance et les met à la solde de beaucoup de pesanteurs sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre. Mais au-delà de cette question, je voudrais, puisque l'échange arrive à sa fin, dire merci à la famille de compatriotes qui m'a fait venir aux États-Unis. On n'a aucun lien de famille, contrairement à ce qui peut se penser vu du Cameroun, où tout se fait par l'ethnie ou par les liens de famille ou de copinage. Des personnes que j'ai rencontrées pour la première fois, que j'ai vues de mes yeux pour la première fois quand j'ai mis les pieds aux États-Unis, leur dire merci, leur exprimer toute ma gratitude pour le sacrifice qu'ils ont fait, pour appuyer l'initiative que j'ai lancée. Et remercier tous les autres compatriotes qui se sont associés à eux pour accompagner leur action. Et je pense que c'est ce Cameroun-là que nous voulons, le Cameroun solidaire pour des causes justes. Par leurs manifestations, par leurs actions, ils ont exprimé le sentiment qu'ils ont de la justesse de cette cause. Et je ne peux que leur dire, et c'est mon mot de fin, à eux, aux États-Unis, à ceux qui se mobilisent au Cameroun, un peu partout dans le monde, qui font des sacrifices pour donner du sens à l'initiative que j'ai lancée, je leur dis simplement, moi, Cabral Libye, je ne vous décevrai pas. Je ne vous décevrai point. Pour une fois, je vous invite à faire confiance à un homme. Si j'échoue, ce sera à cause de vous. Mais tel que c'est lancé, ensemble, nous arriverons à la victoire. Cabral Libye, vous êtes en ce moment suivi par 150 personnes de par le monde. Ben oui, Et ces 150 personnes vous demandent d'aller de l'avant, de ne pas vous arrêter. Ces personnes vous croient et disent qu'elles vous attendent partout où vous irez et que vous êtes porteur d'un message de libération. Cabral Libye, nous vous remercions. Mais également, moi je vous remercie. Vous savez, voilà jusqu'où vous pouvez faire des sacrifices. Nous sommes aux États-Unis, il est 2h30. Et je crois qu'au Cameroun, le jour est en train de se lever. Nous sommes encore réveillés. Et pourquoi à 2h30? Parce que nous réfléchissons sur ce Cameroun. Mais justement, on va perdre le sommeil s'il le faut. Eh bien, il y a Francky de l'autre côté, que je remercie et qui me dit de dire bonjour à ceux qui nous regardent. C'est le côté convivial. Je vois maman de l'autre côté, la dame qui m'a accueilli ici.
Et d'ailleurs, il y a là à côté un compatriote. Nous nous sommes vus hier pour la première fois. Il est venu à ma rencontre aujourd'hui. On est restés ensemble toute la journée à débattre de cette affaire, de toutes les actualités, de toutes les accusations. On ne s'est peut-être pas longuement étendu là-dessus, mais je l'ai dit hier à la réunion. Les gens ont été choqués de me voir dans de beaux costumes. Eh bien, je vous le dis, ils m'ont été offerts par ceux qui m'ont fait venir aux États-Unis, c'est-à-dire la famille Mananga. Ils ont été choqués de me voir dans un véhicule rutilant. Eh bien, ce véhicule n'est pas le mien, c'est le véhicule de la famille Mananga qui a eu l'amabilité de me transporter là-dessus. Ils ont vu au volant de cette voiture un monsieur un peu costaud qui me conduisait. C'est un compatriote qui ne veut pas que je décline son identité, mais qui a pris un congé. Qui a pris un congé pour se rendre disponible pour moi durant mon séjour. Vous savez, c'est des choses qui vous touchent. Quand vous voyez des gens sacrifier de leur argent, sacrifier de leur temps, ils ne sont ni vos cousins, ni vos oncles, ni vos tantes. Vous vous dites, de tels sacrifices, il ne faut pas les trahir. Vous êtes là à 2h30 debout. Il est là, M. Masso, c'est le nom d'ailleurs, son nom sur Facebook. Il est là, debout, pour me soutenir, pour m'encourager, pour qu'ensemble, solidairement, nous trouvions des solutions. Vous pensez un seul instant qu'on peut trahir cela? Je dis à mes compatriotes qui, eux aussi, sont peut-être dans l'incompréhension. Je viens de dire maintenant d'où me sont venus les beaux costumes. À qui appartenait la voiture. C'est au moins la preuve que je suis arrivé aux États-Unis avec mes guenilles habituelles. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'avaient de cesse de rappeler que je portais les mêmes habits sur les plateaux de télé. Je suis donc arrivé aux États-Unis avec ces guenilles-là. Il y a des gens qui ont estimé que la force de mon engagement me donnait le mérite de m'habiller autrement. Ils ont fait ce sacrifice. Je les en remercie. Je n'ai donc pas été habillé. Je n'ai pas été transporté par l'argent qui viendrait du gouvernement. Je n'étais pas porteur de mallettes d'argent à distribuer à la diaspora. Vous-même, vous avez dit que cette diaspora a cotisé de l'argent lors de la réunion publique pour me remettre. Je n'étais pas porteur de mallettes d'argent. J'étais porteur, dans mon cœur, d'un message que je suis venu délivrer à mes compatriotes. J'espère que ce message a été entendu, comme il l'est entendu au Cameroun, où d'autres se mobilisent lorsqu'ils l'ont entendu. Bien voilà, mesdames, messieurs, vous venez de suivre Cabral Liby qui s'est entretenu abondamment avec nous. Vous avez été sur Un jour, un événement. Au microphone, je t'ai RONCC. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Ladies and gentlemen, you just listened to Cabral Liby. Cabral Liby, who came in the U.S. In his mission to have 11 million Cameroonians registered to vote. We listened to him, and he told us all the in and out. We'll be more than willing to have him again here. Thank you so very much for listening, and have a wonderful night. Bye-bye now.